Aujourd'hui, c'est le début d'un voyage. Changer d'air pour une Europe moins carbonée. En 2019, la Commission annonçait une révolution. Le pacte vert européen représente notre vision d'un continent neutre pour le climat en 2050. Après 5 années de confrontation avec la réalité, le pacte vert est aujourd'hui contesté. Nous maintenons le cap, nous restons ambitieux et nous restons fidèles à notre stratégie de croissance. Devant les défis posés au secteur industriel ou au modèle agricole, des voix s'élèvent à Bruxelles pour exiger l'abandon des promesses et ambitions de la Commission. Nous nous efforcerons toujours d'obtenir une transition juste. Cela veut dire un bénéfice équitable pour les générations futures. Vivre sur une planète saine, avec des emplois décents et la promesse solennelle de ne laisser personne de côté. Comment ce pacte vert modifie-t-il déjà le mode de vie des citoyens? Voyage à la rencontre de ces Européens qui font la transition. Normandie, avec ses terres agricoles et ses quelques 8000 élevages de chevaux, c'est ici que s'est installée une start-up qui propose une solution économique pour contribuer à la transition agroécologique. Là, on vient charger le fumier de cheval qui est récupéré sur une écurie située à quelques kilomètres de notre site afin d'alimenter les vers de terre. Théo est un jeune ingénieur industriel qui s'est entouré de chercheurs pour élaborer la recette appréciée de ses protégés. Et là, on va incorporer du marc de café et de la drèche, donc c'est des résidus de brasserie. Sa ligne de production fait 25 mètres de long et l'activité consiste à y digérer des centaines de tonnes de déchets mélangés chaque année. Donc là, voilà nos vers de terre, nos lombrics. Donc ici, à Veragro, on a 25 millions d'ouvriers, 25 millions de vers de terre qui travaillent 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Et en fait, leur travail, c'est juste de venir manger donc ces déchets organiques afin de produire du lombricompost. Lombricompost qui est donc le plus vieux fertilisant du monde. On n'a rien inventé, on reproduit ce qui se fait de mieux dans la nature. L'initiative développée à cette échelle est unique en Europe. Elle a bénéficié au total de 560 000 € de subventions de l'UE, dont près d'un tiers en provenance de la politique de cohésion pour produire cet tamis de turicule. Donc voilà notre matière première. C'est 100% d'éjection de vers de terre. Nous, l'intérêt qu'on a trouvé derrière, c'est de venir extraire, concentrer tout ce qu'il y a d'intéressant là-dedans, toute la vie, tous les micro-organismes, tous les principes actifs, sous un format liquide pour la grande culture. Il a fallu 3 ans de recherche pour concentrer dans ces cuves ses propriétés exceptionnelles. 600 000 litres ont été produits l'an passé. Donc ça, voilà, c'est notre produit fini, c'est notre biostimulant. Sur la pomme de terre, on a fait, sur la moyenne des essais qu'on a pu mener, on fait en moyenne plus 15% de rendement. On a démontré aussi qu'avec nos produits, on a un impact, on a un effet sur les stress abiotiques, typiquement les périodes de sécheresse. 6 coopératives sont déjà clientes et 300 autres le testent. Veragro envisage de multiplier les sites dans l'Hexagone et au-delà pour améliorer la qualité des sols européens et utiliser moins de pesticides et d'engrais. On part d'un déchet, on arrive à un produit pour aider les cultures qui peut potentiellement aider à utiliser moins d'engrais. Donc tout ça, c'est un cercle vertueux sous un principe d'économie circulaire. À l'autre bout de l'Europe, en Estonie, la vie quotidienne de centaines de citadins est modifiée par les mannes du pacte vert. Ces immeubles datent de l'ère soviétique et nombre d'entre eux n'ont pas été rénovés depuis. Alors ça, c'est la terrasse. Et ça tombe, comme vous pouvez le voir. En plus, les fenêtres sont vraiment vieilles. Ici, les dépenses de chauffage sont élevées et l'Estonie est un pays froid. C'est donc un peu difficile de vivre comme ça. Mauvaise isolation et ventilation inefficace en été. Les coûts énergétiques sont élevés. Chaque bloc d'immeubles héberge 120 personnes et à travers le pays, des centaines de milliers d'Estoniens vivent ainsi. À Tallinn, nous avons plus d'1 millier de bâtiments comme celui-ci. Nous effectuons des projets pilotes et des tests pour tous ces logements, car nous devons tourner la page. Ces immeubles ont duré 50 ans, mais ils ne dureront pas encore 50 ans sans rien faire. Il va falloir ouvrir un nouveau chapitre, opérer une vague de rénovation, car ces immeubles représentent la situation actuelle en Estonie. Rien que pour ces 4 bâtiments, le coût est estimé à 6 millions d'euros, dont 5 qui seront financés par le Fonds européen de développement régional.
C'est dans le cadre d'une stratégie nationale pour aller vers le zéro émission de CO2. Bien sûr, chacun devra apporter sa pierre. L'État ne peut pas tout. Tout le monde doit se mobiliser, les gouvernements locaux et tous les résidents qui vivent dans ces appartements. Une des solutions se trouve de l'autre côté de la rue. Ce projet pilote présente un revêtement préfabriqué de 60 cm d'épaisseur qui se fixe comme des Legos sur l'extérieur. Les déperditions thermiques seraient réduites de 70%. Ce n'est pas seulement un problème estonien, c'est un défi pour toute l'Europe. Après la Seconde Guerre mondiale, c'était un véritable défi de reconstruire le parc immobilier qui avait été démoli pendant la guerre. Maintenant, on est face au même défi, décarboner ce parc immobilier. En Europe, les 3/4 des bâtiments ont été construits avant 1990 et doivent être réhabilités pour être plus économes. Tallinn se voit en modèle. La municipalité vise une réduction des émissions de CO2 de 40% d'ici 2030. Dans le cadre du pilier urbain du Pacte vert, le nouveau Bauhaus européen, ce jardin urbain communal est sorti de terre. Il devrait permettre aux habitants des environs de cultiver leurs propres légumes. Sur 13 km, cette coulée verte remplace un corridor de pylônes électriques et relie le centre-ville aux campagnes environnantes. Lorsqu'une ancienne zone industrielle ou une friche s'ouvre, la ville a le choix de la manière de la développer. En choisissant de créer un parc linéaire, la ville va contribuer à créer un meilleur habitat pour ceux qui y vivent. Des ambitions vertes, mais pour produire la moitié de son électricité, l'Estonie dépend toujours des schistes bitumineux, l'une des sources d'énergie les plus sales au monde. Près de la frontière russe, l'exploitation de cette énergie fossile représentait 22 000 emplois à son apogée. Tallinn s'est engagé à y renoncer progressivement d'ici 2035. Pour compenser, le pays recevra 354 millions d'euros du Fonds pour une transition juste. L'un des bénéficiaires, l'usine Neo, produira des aimants pour véhicules électriques. À la clé, 1000 emplois et une subvention de 18 millions d'euros. Nos clients, les producteurs de voitures électriques, demandent à des entreprises comme la nôtre d'établir des chaînes d'approvisionnement en Europe aussi rapidement et aussi grandes que possible. Mais pour le faire dans les délais requis, vous devez soutenir l'économie avec ces subventions. Ces régions, dont le destin est lié à l'industrie lourde et polluante, constituent un défi pour l'Europe. Pour la commissaire européenne à la cohésion et aux réformes, l'UE doit proposer des solutions de reconversion en poursuivant ses objectifs climatiques. Il est important que nous présentions très rapidement aux travailleurs, aux gens, aux citoyens, une perspective qui résout immédiatement leurs problèmes. Je pense donc qu'il est important que nous fassions tout notre possible avec beaucoup d'énergie dans ce court laps de temps, car c'est une opportunité. Ici, comme dans le reste de l'UE, la transition écologique ne doit pas rimer avec hausse du coût de la vie. Les 3/4 des Estoniens estiment que la lutte contre les inégalités constitue un combat tout aussi important que celui pour l'environnement. Nommée ministre du Climat l'an passé, Kristen Michael doit convaincre les électeurs que les objectifs de 100% d'énergie renouvelable sont réalistes et souhaitables. Je pose habituellement la question suivante. Vos électeurs ont-ils des panneaux solaires sur leur maison ? C'est généralement le cas. Ils ne sont pas contre ce type d'énergie renouvelable. Eh bien, vos électeurs aiment-ils, disons, une énergie moins chère par rapport à une énergie beaucoup plus coûteuse qui provient des combustibles fossiles? La réponse est probablement oui. Ce sont donc toutes des choses très pratiques. Vous aimez l'énergie moins chère, vous aimez les nouveaux emplois, vous aimez plus de valeur ajoutée. Ce sont des questions très économiques pour les productions modernes. La route vers une Europe plus verte est parfois semée d'obstacles et d'acteurs qui préconisent la marche arrière, comme ici à Chemnitz, en Allemagne de l'Est. Fief des constructeurs automobiles allemands depuis près d'un siècle et des moteurs à combustion, l'UE veut s'en passer d'ici 2035. Lors de cette réunion de l'Alliance des régions européennes liée au secteur automobile, le message est clair, oui au tout électrique, à condition que l'UE paye. En Saxe, nous sommes déjà en train de convertir l'économie et l'industrie automobile à l'électromobilité. Et il y aura bien sûr des bouleversements. Il y aura une ou deux entreprises qui connaîtront de gros problèmes.
Mais il existe également d'énormes opportunités et nous devons simplement en profiter. Et pour cela, nous avons également besoin de l'aide du gouvernement. L'industrie automobile en Europe emploie 13 millions de personnes et contribue à 7% du PIB de l'UE. L'an dernier, le lobby automobile a obtenu un assouplissement des contraintes environnementales pour la future norme Euro 7 des moteurs thermiques, arguant qu'une réglementation trop stricte aurait conféré un avantage aux concurrents chinois et américains. Ce groupe de lobbyistes et d'élus réclame un équivalent du fonds de transition juste étendu à toute l'industrie et pas seulement pour l'industrie lourde nécessitant l'extraction d'énergies fossiles très polluantes. En ce qui concerne le pacte vert, notre industrie réclame un accord industriel complémentaire qui comprend également la logique de la chaîne de valeur automobile européenne. Et avec cela, nous nous penchons également sur la décarbonation de l'Europe, mais aussi sur la garantie que l'Europe reste un acteur industriel fort à l'échelle mondiale. Devrions-nous copier ce que font les États-Unis ou la Chine? Nous ne faisons pas cela, mais examinons plutôt ce qui fait la force de l'Europe et essayons de le développer. Mais nous devons rester compétitifs pour l'avenir. Financer la fin du charbon. La Pologne est en première ligne dans cette révolution. 3 des 10 centrales électriques les plus polluantes de l'Union sont sur son territoire. Le Fonds pour une transition juste fournit à Varsovie 3,85 milliards d'euros. La centrale de Konin fournissait autrefois 10% de l'électricité du pays. La consommation journalière de cette unité est d'environ 7000 tonnes de charbon. Cette centrale à charbon devrait fermer ses portes fin 2025 et trouver des productions de substitution. Nous voyons quelles sont les tendances mondiales. De manière générale, les énergies renouvelables sont la priorité ici. Malheureusement, cette industrie énergétique basée sur le lignite doit être progressivement abandonnée et ce changement doit avoir lieu. L'utilisation du charbon est à son niveau historiquement le plus bas, mais elle couvre toujours 61% des besoins du pays. À quelques kilomètres de là, cette nouvelle usine est l'une des alternatives. Ça, c'est l'endroit où est stockée la biomasse. C'est du bois. Ces copeaux fournissent la matière. Ces copeaux de bois proviennent des forêts des alentours. Ils servent à produire de l'hydrogène. Le processus de transformation énergétique ne vise que les aspects positifs. Son objectif est de créer une industrie énergétique moderne et respectueuse de l'environnement, produisant de l'électricité et de l'énergie thermique, mais dans le contexte d'une production zéro émission de CO2. La fin annoncée du charbon a contraint l'opérateur local à développer tout un panel d'énergie décarbonée. Biomasse, hydrogène, parcs solaires et éoliens pour compenser et aussi une centrale nucléaire prévue pour 2035. Le premier électrolyseur à hydrogène de l'usine va recevoir 3,5 millions d'euros de l'UE. C'est incroyable. À l'échelle mondiale, sans perte de production, nous avons la même quantité d'électricité et la même quantité d'énergie thermique. Et nous ne provoquons pas la destruction du climat. Une transition vécue comme un bouleversement douloureux dans la région. Les mines de lignite à ciel ouvert ont fourni des milliers d'emplois bien rémunérés à des générations de travailleurs. Voici l'excavatrice Dolores, un géant d'un autre temps. Tout le monde pensait que le charbon serait extrait jusqu'à la fin du monde, et même un jour de plus. Ce ne fut malheureusement pas le cas. Alicia Messerschmidt, dirigeante syndicale, elle a participé à la négociation pour la reconversion des 2200 mineurs, avec comme garantie que les nouveaux emplois seraient à salaire équivalent grâce à un plan de 45 millions d'euros de l'UE. Nous avons 9 partenaires qui coopèrent avec nous et guideront ces personnes à travers cette période difficile à la recherche d'un emploi auprès d'un nouvel employeur ou d'une formation, ou bien elles pourront se lancer dans une entreprise individuelle. Alors, nous allons commencer par cette sécurité pour nos collaborateurs, pour ces 2200 personnes. Nous avons cette sécurité. Personne ne sera laissé sans aide. La région de Wielkopolska a reçu 415 millions d'euros du Fonds pour une transition juste. Depuis 5 ans, Maciej Sitek dirige un groupe de travail pour s'assurer que la fermeture de la mine n'entraîne pas une catastrophe économique.
L'objectif le plus important pour les 10 prochaines années, c'est de créer une nouvelle identité pour la région. Je suis fier de vivre dans un endroit où j'aurai quelque chose de plus, qui dispose de technologies modernes, qui peut avoir une centrale nucléaire, où nous allons créer un marché pour les petites et moyennes entreprises. Nous voudrons vivre ici. Convaincre et impliquer, car des transformations régionales pour être en accord avec les objectifs de Bruxelles peuvent aussi nourrir un rejet de l'UE. Agatha, activiste, a pu prendre part à cette méthode inclusive. Pour la première fois, j'ai eu l'impression que les fonds européens pour le développement nous parvenaient vraiment. J'ai eu l'impression que pour la première fois, ce n'était pas qu'une source de financement pour la construction de nouvelles routes, de nouveaux ponts, de rénovation, etc., des choses liées aux infrastructures. C'est vraiment la première fois qu'on a remarqué que des réponses étaient apportées aux citoyens et qu'il y avait une dimension sociale dans ce processus. Christophe Lewandowski faisait partie de l'équipe d'opérateurs de Dolores. Rentré à la mine à 25 ans, 10 ans plus tard, son emploi a été supprimé, mais il a peu de regrets. Si je pouvais remonter le temps, si j'avais le choix, soit de continuer à m'asseoir coincé dans cette relique du passé, soit simplement de m'ouvrir à une nouvelle vie, eh bien, à mon avis, j'irais vers une vie meilleure. Au total, l'UE a financé la reconversion de 5500 travailleurs de l'industrie du lignite. Aujourd'hui, Christophe travaille comme installateur de panneaux solaires. On a vu ce qui se passait, que le monde avance, et on sait que cette énergie verte, eh bien, on sait qu'elle sera toujours là. Le charbon est une source de chauffage obsolète. Je ne suis pas triste ni déçu. C'est juste, c'est ainsi, cela devait changer. En Pologne, l'utilisation d'énergie solaire a été multipliée par 10 en 5 ans. Le gouvernement polonais souhaite que les énergies renouvelables couvrent 32% des besoins du pays d'ici 2030, un seuil qui reste inférieur à l'objectif ambitieux fixé par l'UE de 42% de renouvelables à travers les 27 États membres.